Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale représentée par Pascal Jalabert. Bonjour Pascal. Bonjour. Du groupe EBRA, les journaux régionaux de l'Est de la France. On commence, Aurore Berger, bien sûr, par la crise sanitaire et Emmanuel Macron, qui est donc attendu demain à 20h. Il doit annoncer des mesures pour alléger ou non le confinement. Est-ce que vous êtes favorable à la réouverture des commerces dès ce week-end ? Écoutez, nous, on le souhaite évidemment. On le souhaite d'abord pour nos commerces, qui sont évidemment dans des situations de souffrance économique, sociale. C'est aussi des commerçants qui voient leur patrimoine, pour certains leur retraite, risquer de disparaître. Donc, il y a évidemment la volonté de pouvoir rouvrir. Dès samedi pour vous ? On espère le plus tôt possible, parce qu'on sait bien qu'à l'approche des fêtes, on est dans un moment qui est particulier, qui n'est pas le même que celui qu'on vivait dans le premier confinement. On sait à quel point la période de Noël est cruciale pour un certain nombre de nos petits commerçants. Je pense aux libraires, aux marchands de jouets, de prêt-à-porter. Donc plus tôt ils peuvent rouvrir, mieux c'est économiquement. Mais évidemment, il faut que ce soit dans des conditions sanitaires les plus respectueuses possibles, encore une fois. Et on sait que les petits commerces ont travaillé justement sur ce plan sanitaire de réouverture. Oui, il y a un autre secteur sinistré, c'est la culture, le spectacle, les théâtres, les loisirs. Faut-il rouvrir les cinémas, les théâtres, les stations de ski et les complexes sportifs, voire les salles de sport ? Alors, ce sont des sujets bien différents, et des configurations aussi, même logistiques et opérationnelles extrêmement. Dans un premier temps, on va faire les théâtres, les cinémas et les salles de concert. On a permis pour notamment le spectacle vivant que les répétitions continuent, que les résidences d'artistes continuent, parce qu'il y a à la fois toute la question de la diffusion artistique, c'est-à-dire que les spectateurs puissent avoir accès aux salles, il y a aussi toute la question de la création. Donc ça, cette partie-là, elle a pu continuer. Et ça, je crois que c'était absolument essentiel. Et vous savez à quel point les budgets ont été renforcés, à la fois des budgets de crise, des budgets de relance, 2 milliards dans le plan de relance, et puis le budget habituel qui a été augmenté de 5%, ce qui était rarement arrivé pour le ministère de la Culture. Évidemment, là aussi, plus tôt il est possible de rouvrir, mieux c'est, avec la capacité peut-être à réduire le nombre de jauges, à garantir aussi la distanciation sociale, ce qui est possible. Moi, je vois bien à quel point les salles de cinéma, de théâtre, les salles de spectacle avaient travaillé dans la première partie de ce déconfinement, la manière avec laquelle ils pouvaient à nouveau recevoir du public. Donc il y a peut-être là aussi des choses à expérimenter pour permettre que des publics prioritaires, par exemple, puissent être accueillis, que les scolaires puissent être accueillis. Mais évidemment, plus tôt ils pourront rouvrir, mieux c'est. Et ça vous paraît possible dès ce week-end ou c'est trop tôt? De toute façon, la seule question, elle sera un arbitrage sanitaire. C'est les vacances de Noël. À Noël, on sort, on va au théâtre, on va au cinéma, on fait du sport. C'est important. Oui, mais vous savez bien que les conditions sanitaires, elles sont extrêmement différentes dans une salle de sport, par exemple, et dans un théâtre, dans une station de ski et dans une salle de cinéma. La question, c'est comment on fait pour limiter, encore une fois, le nombre de personnes dans une jauge, comment on fait pour éviter le brassage, parce que c'est ça la plus grande difficulté, c'est la manière avec laquelle on circule. On a bien vu que la difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui, qui est la vraie différence par rapport à la première vague, c'est que toutes les régions sont concernées. Dans la première vague, finalement, il y avait quelques régions qui étaient très fortement mobilisées et concernées, et d'autres vers lesquelles on pouvait évacuer des personnes qui étaient concernées et qui devaient aller en réanimation. Là, tout le monde est concerné, parce qu'il y a eu le brassage justement de cet été. Donc il ne faut pas que là, à nouveau, on ait des brassages de population trop importants qui viennent remettre une pression excessive sur l'hôpital. Je peux vous dire que pour parler aux soignants, vous en faites témoigner aussi régulièrement, vous voyez bien qu'ils ne peuvent pas revivre ce qu'ils ont vécu en première vague. Mais quand vous nous parlez de brassage de population, ça veut dire qu'on ne lève pas la règle des 100 km tout de suite et on la lève quand? Ça veut dire qu'il va falloir être extrêmement vigilant, encore une fois, sur qui a le droit de se déplacer, dans quelles conditions on se déplace, et aussi, encore une fois, on le sait, sont nos interactions sociales qui vont définir la circulation ou non du virus. Alors, je sais bien que ça paraît un peu fou de se dire qu'à Noël, quand on se retrouve, on ne va pas pouvoir se prendre dans les bras. Et c'est peut-être pas le rôle même des politiques que de le dire. Non, mais est-ce qu'on va pouvoir se retrouver selon vous? Tout l'enjeu, c'est qu'on se retrouve. Il faut limiter le brassage. Est-ce que vous dites c'est important que les Français se retrouvent en famille à Noël? C'est évidemment important. Je crois que c'est un enjeu social. C'est un enjeu aussi psychologique même. On voit bien qu'il y a une détresse psychologique dans le pays qui existe, qu'il ne faut pas minorer, qui est liée à l'isolement qui est provoqué notamment pour les personnes âgées qui, elles, vivent réellement le même confinement que celles qu'elles avaient vécues dans la première vague. Et donc, il faut absolument, évidemment, permettre ces retrouvailles. Ça veut dire que cette règle des 100 km, on la lève pour les vacances de Noël? Je l'espère. Et encore une fois, peut-être que les choses pourront se dire, peut-être pas demain, mais peut-être donner des perspectives pour les semaines qui viennent. Mais
on ne le dira jamais assez, le virus circule du fait des interactions sociales. Et d'ailleurs, quand vous parlez dans les EHPAD à des soignants et des directeurs d'EHPAD, ils vous disent finalement, celles et ceux qui ont contracté le virus ou qui sont cas contact, le contractent pas à l'EHPAD, mais le contractent dans l'environnement familial. Donc ça met une pression importante sur chacun d'entre nous, mais qui est malheureusement nécessaire. Le premier déconfinement, il était trop rapide du coup. Il y avait besoin d'avoir des perspectives. C'était complètement inédit que tout d'un coup, la France se retrouve confinée pendant 8 semaines. Et il fallait à un moment qu'on se dise ce confinement-là, à la fois, il sert à réduire fortement la pression sur l'hôpital public, ce qui a fonctionné. On a bien vu la décrue extrêmement spectaculaire que ça a provoqué, mais on avait besoin d'en sortir. Tous, humainement, socialement, économiquement, psychologiquement, c'est ce qui a été fait. Et c'est ce qui a été fait aussi de manière progressive. Quand on déconfine la population française, on ne rouvre pas du jour au lendemain les bars ou les restaurants, on ne rouvre pas du jour au lendemain les lieux culturels ou les espaces de loisirs. Là aussi, on l'a fait de manière très progressive. Par contre, en effet, il y avait un tel besoin aussi de se retrouver, il y avait un tel besoin d'interaction sociale que peut-être que ça, c'est revenu aussi trop rapidement. Quand on voit qu'il y a encore des fêtes clandestines qui existent, avec des gens qui d'ailleurs se font de l'argent sur ces fêtes, ça a été encore le cas ce week-end, c'est à la fois prendre des risques pour soi-même, mais surtout prendre des risques pour les autres. Or, la crise et la sortie de crise, elle repose non seulement sur la conscience qu'on a du risque pour nous-mêmes, mais du risque qu'on fait courir aux autres. Et ça, c'est toujours plus difficile à faire accepter. On a déconné collectivement, c'est ce qu'aurait dit Jean Castex, selon des propos rapportés hier par le journal du dimanche. Qui on met derrière ce « on » ? C'est les Français, le gouvernement ? Vous savez, je crois qu'il y avait un tel besoin de se retrouver qu'à un moment, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens d'avoir envie d'à nouveau circuler et de vivre tout simplement comme on vivait auparavant. La difficulté, c'est qu'on doit apprendre à vivre avec le virus sur un temps long. Moi, je trouve que c'est assez remarquable, d'ailleurs, la discipline collective dont on a tous fait preuve et dont on continue à faire preuve, mais qui a des conséquences qui sont, encore une fois, des conséquences économiques, sociales. Il y a des amortisseurs très puissants qui ont été posés. Mais les conséquences psychologiques, les amortisseurs, même si vous mettez en place des soutiens, ils sont extrêmement difficiles à pouvoir être générés. Et donc, oui, peut-être qu'on a en effet eu tout simplement la nécessité et le besoin d'être ensemble. Et cette nécessité et ce besoin d'être ensemble, ils ne se conjuguent pas du tout avec cette maladie qui progresse grâce à ça. Et donc, c'est là où il va falloir qu'on soit tous extrêmement vigilants. Mais ça, ce n'est pas un décret. Et vous dites qu'il ne faut pas à Noël avoir le même comportement qu'on a eu cet été ? C'est en tout cas, on ne pourra pas vivre le même Noël que celui qu'on a vécu les années précédentes. Mais si on veut être ensemble, parce que c'est quand même ça l'enjeu, c'est qu'on puisse se retrouver, si on veut que nos petits commerces ouvrent, si on veut que la vie culturelle reprenne le plus vite possible dans le pays, on le sait, ça dépend avant tout de nous-mêmes. Alors justement, pour casser les chaînes de contamination, le porte-parole du gouvernement dit il faut isoler davantage, voire le rendre obligatoire, cet isolement. Vous y êtes favorable ? Il le dit à titre personnel. Il le dit à titre personnel et je comprends que Gabriel Attal le dise parce qu'on a une véritable difficulté sur notamment toutes les personnes qui sont cas contact. Normalement, quand vous êtes cas contact, vous devez pouvoir vous isoler. Et c'est rarement le cas, malheureusement. On a souvent des personnes qui nous interpellent, qui disent « mais je ne comprends pas, dans mon environnement professionnel, il y a quelqu'un qui me dit qu'il est cas contact, et pourtant, il est revenu au bureau et il travaille à côté de moi ». Donc, ce qui crée évidemment un risque, mais surtout, ce qui crée en plus une incompréhension. Donc, il faut impérativement que les personnes qui soient cas contact, qui ont été du coup signalées par l'assurance maladie, il y a des possibilités pour les isoler. Je comprends qu'il y a plein de configurations où c'est extraordinairement compliqué parce que dans votre logement, par exemple, c'est pas possible de pouvoir vous isoler de votre famille. Donc, il y a des prises en charge qui ont été mises en place pour que vous puissiez l'être à l'hôtel, évidemment pris en charge à 100%. Je comprends que c'est absolument pas confortable. Par contre, c'est absolument nécessaire. Parce que si vous êtes cas contact, c'est-à-dire que vous êtes potentiellement à risque et que derrière, vous restez dans l'environnement familial habituel, dans l'environnement professionnel habituel, mais c'est là, clairement, où en effet, les chaînes de contact, malheureusement, progressent. Mais est-ce que clairement, vous êtes favorable à l'obligation et à des sanctions pour ceux qui En tout cas, il va falloir qu'on soit probablement plus strict pour permettre qu'il y ait un suivi. Aujourd'hui, malheureusement, il n'y a pas forcément ce suivi. Donc, c'est même pas la question de la sanction, mais c'est finalement, est-ce qu'on vous rappelle pour vérifier où vous êtes ? Est-ce qu'on vous rappelle pour vous demander dans quel environnement familial vous êtes ? Est-ce que vous habitez dans une maison qui vous permet d'être isolé, ou est-ce que vous êtes dans un petit appartement avec une femme, un mari et 2 enfants, où vous n'êtes pas dans la même configuration ? Est-ce qu'on vous a proposé des solutions alternatives d'hébergement qui permettent de garantir votre isolement ? La première responsabilité, c'est déjà ça. C'est qu'on vous interpelle, qu'on vous interroge sur la manière avec laquelle vous vivez, comment on peut vous aider, comment on peut vous accompagner, et qu'on vérifie, qu'on rappelle pour voir si oui ou non vous avez respecté ça, et que l'employeur aussi joue le jeu. Parce qu'on l'a parfois vu, il y a une pression pour que les personnes reviennent au travail.
là où elles pourraient être en télétravail, voire même que des gens qui sont cas contact soient présents. Donc il y a aussi une grande vigilance de la part des employeurs. Et là, il faut les sanctionner, les employeurs, pour vous? En tout cas, un employeur ne peut pas mettre en danger, évidemment, la santé de celles et ceux qui travaillent dans son environnement. Et quand on est interpellé par des salariés qui nous disent « je ne comprends pas, moi je pourrais être en télétravail, mais on me demande quand même d'être physiquement présent », alors que nous, évidemment, on tient le discours inverse. Il faut qu'encore une fois, chacun joue le jeu dans cette crise. Oui, cela dit, un cas contact, ça ne dure pas si on se fait tester. Faut-il tester encore plus massivement qu'on le fait? Les tests sont très massifs dans notre pays, vous le voyez bien. Aujourd'hui, ils sont plus d'une extrême rapidité. On peut avoir certains résultats en quelques heures, d'autres en 24 ou 48 heures au plus. Donc, pour le coup, il y a une rapidité des tests et surtout, toutes celles et ceux qui ont besoin d'être testés, les cas contacts sont testés systématiquement et sont prioritaires, évidemment, pour être testés. Et l'autre actualité, c'est la loi sécurité globale, et particulièrement son article 24, qui fait débat. Il a été voté vendredi par l'Assemblée nationale dans une version un peu remaniée. Gérald Darmanin est venu à l'Assemblée nationale. Il a garanti la liberté de la presse. Christophe Castaner a fait hier une tribune dans le journal du dimanche sur le même sujet. Est-ce que quand même il y a un recul du gouvernement et de la majorité sur cet article? Il y a une clarification parce que vraisemblablement, il y avait une incompréhension sur les intentions qui étaient celles de la majorité, puisque c'était une proposition de loi qui était portée et qui est toujours portée par Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue. Et donc, il fallait clarifier. Et cette clarification, elle a permis de dire que clairement, évidemment, en aucun cas et en aucune manière, on était là pour entraver le travail de la presse et des journalistes. La question qui se pose, c'est comment on arrive à garantir un équilibre entre le droit absolu d'informer, de montrer donc ce qui se passe, y compris dans des opérations de maintien de l'ordre, et dans le même temps, comment on fait pour ne pas répondre ce que répond Jean-Luc Mélenchon, à savoir de dire aux forces de l'ordre, écoutez, si vous n'êtes pas capable d'assumer les risques liés à votre métier, faites autre chose. Parce qu'on ne peut pas accepter d'avoir des forces de l'ordre qui sont menacées, qui voient leur propre famille être menacée. Parce que qui voudra demain être force de l'ordre si l'État n'est pas en capacité de les protéger? Donc c'est cet équilibre-là, protéger la presse, son intégrité, sa capacité à dire, à montrer, à interpeller, et protéger aussi celles et ceux qui assurent notre sécurité au quotidien. C'est cet équilibre-là, je pense qu'on a trouvé. Qu'il a été trouvé, cet équilibre? Oui, parce qu'il y a une clarification qui a été portée. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, dire on ne peut pas poursuivre en droit pénal français des gens pour une intention. Est-ce que vous dites cet article, il ne passera pas l'obstacle du Conseil constitutionnel? C'est aussi la raison pour laquelle, parce que certains nous demandaient justement que cet article, on le raccroche au Code pénal. Nous, on ne l'a pas fait. Pour cette raison-là, notamment, c'est qu'évidemment, pour une intention, on considérait que ça n'avait pas forcément de sens, évidemment, et c'était même extrêmement risqué d'un point de vue des libertés publiques. Et c'est la clarification aussi, encore une fois, qu'on a apportée. J'entends, j'ai été interpellée aussi par des journalistes, par des médias qui, à un moment, voulaient avoir des clarifications très claires sur ce qu'on allait faire ou pas, sur l'intention, en l'occurrence, qui était la nôtre. À partir du moment où on a clarifié, les débats ont été très longs, on a terminé vendredi très tard dans la nuit, plutôt samedi matin d'ailleurs. Donc ça a permis aussi, je pense, de préciser quelles étaient les intentions du gouvernement et de la majorité en la matière. En aucun cas et en aucune manière, mais jamais on ne mettra en cause la liberté d'informer. Et quand j'entends celles et ceux qui disent qu'on serait attentatoire aux libertés publiques, une des premières lois qu'on a votées dans cette majorité, c'est la sortie de l'état d'urgence. Et souvenez-vous à l'époque des débats que ça avait généré en disant que nous étions presque des gens dangereux parce qu'on ne souhaitait pas faire entrer l'état d'urgence dans le quotidien des Français. Il se trouve que là, on a une autre urgence qui a été l'urgence sanitaire, et que vous voyez bien qu'à chaque fois, c'est sur des périodes très courtes, c'est renouvelé systématiquement après un débat parlementaire où le Premier ministre est également présent, justement pour faire en sorte que ce ne soit pas notre état normal et habituel, qu'on ne s'habitue pas à être sous des règles qui sont des règles dérogatoires. Il n'empêche, il y a quand même eu des manifestations ce week-end, il y a un appel de 33 personnalités qui avaient voté Emmanuel Macron à retirer le texte. Comment vous en sortez? L'appel, il est plus large. L'appel de ces 33 personnalités, il concerne à la fois la loi sécurité globale et à la fois la loi séparatisme. Ce sont deux lois et ces personnalités, justement, c'est une loi d'ailleurs qui, pour l'instant, n'a même pas été présentée en Conseil des ministres. Donc là, pour le coup, c'est sur des intentions. On connaît quand même pas mal le détail, à la fois avec cette interview de Gérald Darmanin. Ça montre qu'il faut que vous bougiez encore sur ce texte. Non, mais attendez, c'est pas parce que vous avez un appel de personnalités et aussi... dont Cédric Villani d'ailleurs. Oui, Cédric Villani, il n'a pas voté la confiance au gouvernement au dernier vote. Donc c'est pas tout à fait une personnalité. C'est un homme qui est aujourd'hui un homme politique qui est dans l'opposition. Donc c'est pas tout à fait pareil quand même. Et après, c'est pas parce que vous avez quelques personnalités, mais
et je ne remets pas en cause leurs compétences sur leur domaine, qui vous interpellent en disant qu'il faut changer la loi, pour autant on doit la changer. Vous avez 33 personnes, mais vous avez aussi une opinion publique, vous avez aussi des Français, vous avez aussi des forces de l'ordre, des policiers, des pompiers, qui au quotidien vous interpellent et méritent aussi d'être parfois écoutés. Moi, vous savez, j'habite un département où on a connu Magnanville. Magnanville, ce sont 2 policiers qui ont été assassinés chez eux devant leur enfant. Donc ça existe. Ça existe d'avoir des forces de l'ordre qui sont menacées. Après, encore une fois, notre enjeu, c'est comment on garantit un équilibre qui a toujours été un équilibre sous tension entre liberté et sécurité, entre liberté d'informer, de montrer au public ce qui se passe. Et il faut qu'on ait des journalistes, évidemment, qui fassent leur travail en toute indépendance et qui montrent. Et d'ailleurs, tout ce qui s'est passé ces dernières semaines montre bien à quel point il y a une indépendance absolue de la presse dans notre pays, et tant mieux. Donc cette liberté-là, et en même temps garantir la sécurité et la protection de celles et ceux qui permettent d'ailleurs de garantir ces manifestations. Un mot sur une autre loi, Aurore Bergé, c'est la loi audiovisuelle. Vous étiez rapporteur de cette loi qui a été abandonnée. Alors, elle a été abandonnée en tant que telle, mais que devient son contenu, qui a été un peu dispatché dans différents textes. Du coup, que devient le contenu de cette loi? Alors, ce qui est certain, c'est que c'est une loi qui est importante. C'est une loi qui est importante dans un secteur qui est en plus en crise aujourd'hui, l'audiovisuel, la création audiovisuelle, le cinéma, qui va permettre justement de renforcer les moyens qui sont accordés à la création. C'est ce qu'on a fait dans un premier temps en lien avec le Sénat, où on a transposé des directives qui permettent enfin de faire en sorte que les fameux GAFA, en particulier Netflix, Disney, Amazon, qui aujourd'hui sont des plateformes qui plaisent aux Français, eh bien, elles contribuent bien au financement de la création dans notre pays. On est les premiers d'ailleurs en Europe à avoir transposé ces directives. Donc ça, c'est fait, indépendamment de la loi, qui doit se poursuivre et qui doit permettre à la fois d'avoir une régulation plus efficace, parce que vous avez justement ce financement des plateformes, et il faut faire en sorte derrière de bien le réguler et l'organiser, la lutte contre le piratage, parce que malheureusement, dans ces périodes de confinement, c'est largement reparti à la hausse. Et pirater, ça veut dire aussi moins de moyens pour créer, moins de moyens pour les chaînes pour acquérir des droits, qui sont droits des œuvres, des droits sportifs, et puis moins de moyens aussi, tout simplement, pour les créateurs, pour les auteurs, pour les artistes-interprètes. Donc tout ça, ça veut dire que ça met en danger l'équilibre de l'audiovisuel français pour vous? Ben, ça met clairement en danger l'équilibre. C'est-à-dire que le premier pillage, c'est le piratage des œuvres. Et c'est pas ringard de vouloir lutter contre le piratage, c'est tout simplement nous assurer que les auteurs, les créateurs, les artistes-interprètes, les producteurs soient rémunérés pour les œuvres qu'ils nous permettent de voir et auxquelles ils nous permettent d'avoir accès. Donc ça, c'est ce qu'on veut mettre dans la loi en 2021. On veut absolument aboutir en 2021. Quand vous dites elle sera reprise, cette loi audiovisuelle, ça veut dire qu'il y aura une loi audiovisuelle avant la fin du quinquennat, c'est ça? Avant la fin du quinquennat, même on l'espère en 2021. C'est la volonté et de l'exécutif et du Parlement, en accord d'ailleurs entre l'Assemblée et le Sénat. On souhaite aller vite, et on souhaite d'autant plus aller vite qu'il y a urgence à soutenir le secteur culturel dans cette crise. On l'a fait, encore une fois, sur des moyens budgétaires renforcés, mais on doit le faire aussi sur des outils qui permettent de mieux réguler et de mieux soutenir la création. Donc elle n'est pas abandonnée, il y aura une nouvelle loi audiovisuelle. On termine en parlant de politique et Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, donc, alors une enquête de nos confrères de Libération révèle que le ministère de l'Éducation sociale aurait financé et contribué à créer un syndicat lycéen. Une commission d'enquête est demandée. Le ministre lui-même y est favorable. Vous-même, vous pensez qu'il faut une commission d'enquête pour faire la lumière sur tout ça? Déjà, le ministre l'a dit, c'est-à-dire que s'il y a eu des subventions qui ont été octroyées et qui n'ont pas été utilisées comme elles auraient dû être utilisées, on parle de 5 000 €, alors il faut qu'on comprenne exactement ce qui s'est passé. Et il a demandé qu'il y ait en effet des investigations. Donc il est très au clair par rapport à tout ça. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est, j'ai lu évidemment l'enquête de Libération, c'est que sur ces 3 pages d'enquête, en fait, il n'est jamais fait référence à Jean-Michel Blanquer. À aucun moment, les personnes qui témoignent, avec des témoignages qui sont contradictoires, parce que d'autres fondateurs de ce même mouvement se sont exprimés pour dire qu'eux n'avaient pas compris les interrogations qui apparaissent aujourd'hui. Eh bien, en fait, à aucun moment, ils ne parlent nommément de Jean-Michel Blanquer en disant que c'est lui qui les a rencontrés, qui les aurait instrumentalisés ou que sais-je. Donc moi, je suis quand même assez interpellée par ça. Je vois que ça intervient aussi dans un moment politique, qui est un moment où Jean-Michel Blanquer s'est exprimé de manière très claire, s'est exprimé aussi pour mettre en accusation ceux qui n'avaient pas soutenu des valeurs fondamentales comme la laïcité à l'école, qui l'a mis en accusation aussi, notamment Jean-Luc Mélenchon, qui l'a accusé d'islamo-gauchisme, et je reprends évidemment à mon compte ce terme, parce que malheureusement, on voit cette lente dérive anti-républicaine de la part de Jean-Luc Mélenchon et des Insoumis, et donc il y a une pression politique qui est mise
sur Jean-Michel Blanquer. Et puis, je vois aussi que finalement, on donne un peu le sentiment que les lycéens n'auraient pas le droit de se syndiquer si c'est pour soutenir une action qui peut être une action réformatrice. Ça va quand on est d'extrême gauche de se syndiquer et qu'on est lycéen, mais par contre, quand c'est pour éventuellement soutenir une action de réforme du lycée, de réforme du baccalauréat, alors là, tout d'un coup, tout de suite, il y a des interpellations qui naissent. Ce serait le bon candidat, Jean-Michel Blanquer, au régional pour la majorité présidentielle ? Je crois, parce que je crois que c'est quelqu'un qui a profondément réformé l'école. Quand on parle d'égalité des chances qui a été fait sur le dédoublement des classes en REP et REP+, c'est fondamental. Il va y avoir une grande réforme d'ailleurs sur l'éducation prioritaire, que là encore, il va pouvoir porter. Ce qu'il a fait aussi sur les valeurs de l'école. On a vu ce qui s'est passé avec Agnès Buzyn. Est-ce que c'est le moment Je ne crois pas qu'il soit question qu'il puisse quitter son ministère dans les semaines qui viennent ou dans les mois qui viennent. Il y a une campagne qui va se passer, qui sera très certainement d'ailleurs reportée. Vous le savez bien, ce sera probablement pas en mars, mais plutôt en juin. Ça n'impose pas d'être 6 mois matin, midi et soir en campagne, avec en plus des modalités de campagne qui, du fait de la crise, sont bien différentes des campagnes électorales qu'on a pu connaître. Vous nous imaginez difficilement dans 1 mois ou dans 2 mois faire des tournées de réunions publiques. Donc je crois que ce sera très différent, les campagnes qu'on va vivre dans les mois qui viennent. Mais je crois surtout que par rapport aux valeurs qu'il incarne et aux réformes qu'il a conduites, oui, ce serait le bon candidat en Île-de-France. Et du coup, il pourrait être candidat et ministre en même temps. Moi, je le souhaite en tout cas. Et merci beaucoup. Merci à vous.